voudrais vous parler ce matin des propositions, non pas sur l'énergie, parce que j'y reviendrai, dans la mesure où que ce soit la question de l'énergie ou la question de l'électricité, ce sont des questions un peu techniques et ce sont des questions qui méritent d'être creusées. Donc je vais me contenter aujourd'hui d'exposer une petite vingtaine de mesures sur l'électricité. Mais aujourd'hui, l'électricité, on en comprend mieux d'ailleurs tout l'intérêt au moment où on voit bien que les énergies fossiles, les carburants sont de plus en plus coûteux et où on parle notamment d'électrification des usages. Je voudrais d'ailleurs remercier au passage évidemment la presse nationale, mais aussi la presse locale, la PQR comme on dit, France 3. Je suis un provincial, donc chez moi c'est Ouest France. C'est pas assez clair, mais c'est Ouest France. Mais je sais que je sais l'importance de la PQR dans notre territoire. Un mot pour dire que l'énergie, pas seulement l'électricité, mais est à une société ce que le sang est au corps humain. Quand vous regardez l'histoire, vous voyez que les choix de l'énergie a modelé les sociétés. Le 19e et un peu le 20e avec notamment les fossiles, mais surtout le charbon, ensuite le pétrole et de plus en plus l'électricité qui sera l'énergie de demain. Voilà. Donc franchement, l'électricité, ça n'est pas un bien comme un autre. Vraiment, je voudrais vous le dire, et ça suppose des choix politiques qui soient en lien avec cette prise de conscience que l'électricité, c'est quelque chose de capital, tout simplement parce que ça engendre tout le reste. Sans électricité, les hôpitaux ne tournent plus, la machine s'arrête, il n'y a plus d'intelligence artificielle, il n'y a plus de numérique, il n'y a plus de télécommunications, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est vraiment un bien hors du commun, mais surtout quelque chose d'absolument stratégique. Vous dire aussi, dans ce propos liminaire, qu'en France, souvent on se désole. Mais franchement, s'il y a un secteur où on doit redresser la tête, c'est bien celui de l'électricité, qui est un énorme atout. Un atout tout simplement parce qu'on a l'électricité au monde la plus décarbonée, à 95%. Alors je sais, je ne confonds pas l'électricité et l'énergie, mais cette place forte sur l'électricité décarbonée, en France et dans le monde, et en Europe notamment, fait qu'en termes d'énergie, je voudrais vous rappeler que 43% de notre consommation d'énergie est décarbonée en France. La moyenne européenne, c'est 30%. La moyenne mondiale, c'est 15%. Donc on n'a pas de leçon à recevoir. On est les meilleurs. On est parmi les meilleurs. On occupe le haut du podium sur l'énergie et l'électricité qui est vraiment décarbonée. Vous dire aussi que malgré cet atout a failli être gâché par des mauvais choix politiciens. Notamment sous François Hollande, puisque vous vous souvenez du maquignotage du deal qu'il y avait eu à l'époque entre Madame Duflot et Madame Aubry, uniquement pour des raisons politiciennes, qui était un accord préélectoral, présidentiel mais surtout législatif. Et au terme de cet accord, en réalité, c'était l'énergie et l'électricité qui en faisaient les frais. Et Emmanuel Macron a continué. François Hollande avait engagé déjà la voie pour la fermeture de 14 réacteurs. Fermeture de 14 réacteurs. Et Emmanuel Macron l'a repris, il a fait pire, puisqu'il a fermé Fessenheim. 2 réacteurs. Je discutais tout à l'heure avec les techniciens. À EDF, on me disait que Fessenheim passait pour une des centrales les plus sûres de France. Et on l'a fermé. Ce qui fait que quelques années après, lorsque Poutine attaque l'Ukraine et qu'il y a une envolée incroyable justement des prix, pourquoi les prix s'envolent? Parce qu'il y a trop peu d'offres. Et s'il y avait eu les 2 réacteurs de Fessenheim, cet écart entre la demande et l'offre aurait été comblé pour plus des 2 tiers. Vous vous rendez compte comment dirais-je, la responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aborder ces questions-là avec, non pas de l'idéologie, mais avec la science et avec beaucoup de raisons. La conséquence, en réalité, de ces mauvais choix qui ont affaibli, au moins temporairement, notre outil de production d'électricité, c'est l'envolée, bien sûr, l'envolée du prix, des prix.
une énergie, une électricité dont le prix, finalement, en un peu plus de 15 ans, a doublé. C'est ça concrètement. Et le gouvernement voudrait faire pire avec la PPE 3, puisque avec la PPE 3, on aurait un renchérissement d'une vingtaine de milliards, 15 à 20 milliards sur la facture. Ça représente à peu près un accroissement de la facture des Français. Vous êtes assis, tenez-vous bien, de 3 mois. C'est ça la facture, concrètement, de la PPE 3. Et ça n'est pas admissible. Parce qu'on a des atouts pour mieux faire. Et précisément, ce que je souhaite, moi, c'est renverser ces mauvais choix pour redonner à la France sa puissance énergétique, pour refaire de la France une puissance qui soit rayonnante, avec 3 objectifs que je voudrais maintenant vous détailler, avec les mesures sur chacun de ces 3 objectifs. Faire en sorte qu'on ait une électricité abondante, mais surtout peu chère. Mon objectif, ce sera de faire gagner, à partir de 2027, sur les quelques années de début du quinquennat, 2 mois, l'équivalent de 2 mois de facture pour les Français. Ça n'est pas rien. L'équivalent, c'est l'engagement que je prends, et je le montrerai, de 2 mois de facture en moins. Premier objectif. Deuxième objectif, ce sera d'avoir une énergie, une électricité qui sera décarbonée. Parce que personne ne peut nier le réchauffement climatique, qu'on a besoin de cette décarbonation. Je vous dirai avec quels moyens je compte m'y prendre. Et enfin, la souveraineté. On ne peut pas dire que l'électricité est quelque chose de fondamental dans une économie, dans une société, et ne pas en tirer les conséquences, précisément, en matière d'indépendance nationale, en matière de souveraineté. On l'a vu de façon éclatante avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et on le voit de la même façon, tout aussi spectaculaire depuis quelques semaines, avec le blocage du détroit d'Ormuz et la guerre en Iran. Donc, premier objectif, comment est-ce qu'on parvient à gagner les 2 mois, l'équivalent des 2 mois sur une facture d'électricité pour les Français? Parce qu'aujourd'hui, la précarité énergétique est en train de se répandre au fur et à mesure que l'appauvrissement des Français est en train de croître. 6 mesures. Première chose, vous l'aurez compris, j'abrogerai immédiatement la PPE 3. Elle n'a pas été votée d'ailleurs. Je sais si à l'Assemblée et au Sénat, on pensait que c'était des choix qui engageaient l'avenir de la nation, qu'à ce titre-là, la représentation nationale aurait pu en discuter, en débattre et aurait pu voter. Elle n'a pas été votée, très bien. Je l'abrogerai, je la supprimerai. Comme je supprimerai non pas les énergies renouvelables, mais les subventions aux énergies renouvelables. Je considère que désormais, elles sont devenues matures et on ne peut plus dépenser des milliards et des milliards parce qu'on a la dette et le déficit budgétaire et parce qu'on fait de mauvais choix en engageant de l'argent public pour développer ces énergies renouvelables. Donc oui au développement des énergies renouvelables, mais à la condition que ce soit sans subvention. Pourquoi? Parce que la France est en surcapacité, ce qu'il faut bien comprendre. Ce que peu de gens disent, c'est qu'aujourd'hui, on est en surcapacité d'offres, de production d'électricité. On a consommé, au total, sur l'année 2025, l'équivalent, on compte en térawattheures, c'est l'unité, hein, c'est-à-dire 446 térawattheures en 2025. C'est l'équivalent de ce qu'on a consommé au tout début des années 2000. Donc ceux qui pensent qu'on a un problème de disponibilité d'énergie, qu'il faut accroître considérablement notre capacité, se trompent. Bien sûr, moi j'espère qu'il y aura de plus en plus d'électrification des usages. On a gagné pratiquement 48%, vous savez, d'achats sur les voitures électriques depuis le mois de janvier. Ça, c'est une bonne chose. Mais la PPE 3 conduirait à avoir l'argent public, notamment avec la subvention des énergies renouvelables, qui nous ferait aller en termes de production d'électricité bien au-delà de ce que nous avons besoin. Puisque avec les capacités qui sont déjà dans les tuyaux aujourd'hui, qui ont été déjà décidées sur l'ensemble du spectre des technologies, renouvelables ou pas, ça nous amène à 2035 à 600 TWh. 600 TWh.
alors que l'an dernier, on est à 446 TWh. Il y a un vrai problème, non? Et tout ça avec beaucoup, beaucoup d'argent public. Moi, ce que je suggère, et je ne sais même pas si on les atteindra, c'est qu'on puisse caréner notre outil de production d'électricité pour qu'on puisse avoir une capacité d'environ 500 TWh. 500 TWh, je vous donne un seul exemple, ça signifierait que en 2035, on aurait converti la moitié du parc automobile en voitures électriques. Sur les 40 millions, on en aurait 20 millions. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on en a 1,2 million. Donc, on a de la marge. Mais il faut être raisonnable. Ça sert à quoi de produire toujours plus? Alors, bien sûr, on exporte. Sauf que vous savez qu'aujourd'hui, on n'exporte pas au moment où je vous parle, parce qu'il y a peu de soleil, il y a peu de vent. Mais aujourd'hui, globalement, on exporte notre électricité souvent à un prix inférieur au coût de revient. Ah oui, parce que quand il fait très beau, quand il y a une cloche solaire, quand vous avez beaucoup de vent, eh bien voilà, vous produisez énormément, énormément. Tout le monde produit parce que souvent les conditions climatiques sont à peu près similaires, au moins dans cette partie-là de l'Europe. Tout le monde produit et donc le marché s'affaisse. Et on a des prix qui sont des prix parfois qui sont quasiment négatifs. Voilà. C'est d'où la folie de cette PPE3 qui nous amènerait à produire toujours beaucoup plus en subventionnant des technologies qui n'ont plus à l'être aujourd'hui. Je m'expliquerai rapidement. Deuxième mesure. Première mesure, j'abolis, je supprime la PPE3 et j'arrête de subventionner les énergies renouvelables qui sont désormais des technologies matures. Deuxième mesure que je propose, c'est de protéger le parc nucléaire des arrêts subis pour pouvoir maximiser sa production. Pourquoi? Dans la salle des machines, j'ai encore mieux compris ce que l'on m'avait déjà expliqué techniquement. On m'a expliqué que désormais, on doit moduler. Parce que comme on a des énergies, c'est le problème des énergies renouvelables, c'est pas qu'elles soient pas renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Donc, quand on a, par beau temps, quand il y a beaucoup de vent, un afflux d'énergie renouvelable intermittente, on demande à baisser la puissance des réacteurs. Et il me disait, ceux qui travaillent au quotidien dans cette salle de commande, que désormais, ça pouvait aller jusqu'à, c'est RTE, donc le réseau, ils les appellent en disant attention, il va y avoir un afflux, il faut absolument que dans 20 minutes, vous puissiez vraiment réduire la capacité de production. Vous vous rendez compte, 20 minutes, où il faut recalculer quel est le calibrage, par exemple, pour l'aspiration de l'eau dans la Seine, pour le rejet, etc., etc. Alors, ils ont des algorithmes. Mais ils me disent, nous, il y a un paradoxe, parce que on essaie d'avoir des procédures de plus en plus robustes. Ces procédures allongent les délais dans lesquels on peut réagir, et en même temps, avec cet afflux de production sur ces énergies renouvelables, justement, ce délai tend à se réduire. Et le pire, c'est désormais établi, c'est qu'une surmodulation des réacteurs nucléaires, ils ont bien entendu, et jadis, le week-end, il y avait déjà une modulation. Sauf que maintenant, la modulation, c'est plusieurs fois dans la journée. C'est plusieurs fois dans la journée. C'est pas seulement entre les vacances et le travail, le week-end et les jours ouvrables. C'est plusieurs fois dans la journée. Eh bien, ça use le matériel. Et ça renchérit l'ensemble du processus et l'électricité. Donc, ce que je ferai, c'est que j'inscrirai dans la loi, par la loi, qu'aucun réacteur nucléaire français ne pourrait être contraint à l'arrêt pour des raisons de marché. Pas pour des raisons de sécurité, évidemment. Mais il est hors de question qu'on puisse, à terme, endommager l'ensemble du parc nucléaire par ce procédé. Troisième élément, la sobriété. On peut gagner l'équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires à l'avenir parce qu'on a des réseaux intelligents. On a un atout au monde que l'on néglige. On a 35 millions de compteurs intelligents, de compteurs Linky. On a des réseaux qui sont intelligents en France, qui ont une couche numérique qui permettent de piloter. Demain, il faudra l'encourager. Restituer aussi du pouvoir d'achat aux Français. Parce qu'avec une boîte numérique, il y a quelques startups qui commencent à le faire, vous pourrez programmer, lorsque l'hiver, vous partez au travail, vous voulez revenir 2 heures avant, et cette flexibilité encouragera la sobriété
Et les scientifiques considèrent qu'on peut gagner 6 à 6 gigawatts. Peut-être que c'est que 6, mais ça fait plusieurs réacteurs nucléaires qui seraient économisés par la sobriété. Pas par l'efficacité, simplement par la sobriété, par l'économie d'énergie, parce que les Français, on l'a bien vu, il y a, M. Patron de Total a donné le chiffre il y a quelques heures de 15%, je crois, en moins de consommation de carburant ces dernières semaines, parce que le signal prix a fait que les gens ont plus économisé. C'est la même chose pour l'électricité. Quatrième mesure, je veux garantir, évidemment, aux consommateurs et aux industriels, parce qu'une électricité bon marché, c'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon pour la réindustrialisation, pour vraiment la compétitivité. On tient les deux bouts de la chaîne. Bon. Et moi, ce que je veux garantir, ce sont des prix stables et prévisibles. Vous vous souvenez, on avait l'Arenh. L'Arenh s'est terminée depuis décembre dernier. L'Arenh, c'était grosso modo d'offrir pour très peu cher, 42 €, peu importe, l'énergie nucléaire pour les alternatifs. C'est-à-dire pour des sociétés qui veulent distribuer, donc ils ne produisent pas, ils achètent à EDF, ils achetaient très peu cher, 42 € pour revendre ensuite. C'est terminé et c'est très bien. Il y a eu ce qu'on appelle le versement nucléaire universel, qui est une autre modalité, mais qui, je pense, même si c'est meilleur que l'Arenh, n'est pas une très bonne modalité parce que ça ne rend pas les choses prévisibles, suffisamment stables. Or, notamment pour l'industrie, mais aussi pour les fournisseurs alternatifs, on a besoin d'avoir un environnement à peu près stable, à peu près maîtrisé. Ce que je proposerais, moi, à la place, certains plus techniques savent ce que Excelsior, c'était des contrats de long terme, et je proposerais entre les alternatifs, les opérateurs alternatifs et l'opérateur historique, des contrats de long terme. Des contrats de long terme. Ça permet sur une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, d'avoir cette prévisibilité, cette stabilité. Moi, je pense que dans le monde dans lequel nous sommes, on voit bien que rien n'est prévisible. Tout est en train de bouger. Si on assure une fourniture d'électricité, d'énergie, qui soit vraiment prévisible à un prix stable, croyez-moi, pour la compétitivité française, et c'est ce qu'on a nous en plus par rapport à nos partenaires européens, je pense notamment à l'Allemagne, ce sera pour nous quelque chose d'absolument essentiel. Cinquième ou sixième mesure, je lèverai immédiatement, quand je parlais d'aberration, je vais vous en démontrer deux. À coût budgétaire nul, les deux freins réglementaires qui aujourd'hui pénalisent l'électricité française. D'abord, les certificats d'énergie, d'économie d'énergie, cette espèce de surtaxe. Vous la connaissez, vous en entendez parler, j'en parle depuis plusieurs mois. J'observe que d'ailleurs cette problématique a été reprise par d'autres et c'est très bien. Ce que moi je veux, c'est pas annuler les certificats d'énergie, d'économie d'énergie. Je veux simplement sortir l'électricité du mécanisme des certificats d'économie d'énergie. Parce que les certificats d'économie d'énergie, c'est pour envoyer un signal prix, pour faire contribuer les fournisseurs d'énergie aux économies d'énergie. Donc on les taxe. Le problème, c'est qu'ils renvoient le truc sur la facture des Français. En fait, ce n'est pas les fournisseurs, c'est les consommateurs. C'est vous, c'est les entreprises qui les payent. Mais alors, expliquez-moi le raisonnement de l'État. Parce que d'un côté, l'État dit il faut impérativement et à marche forcée électrifier les usages, et de l'autre, électrifier les usages, et de l'autre, on taxe l'électricité. Donc quoi qu'on taxe, je sais pas, le charbon, le fossile, les carburants, très bien, sur les certificats d'énergie, d'économie d'énergie, très bien, mais on sort l'électricité. Entre 2026 et 2030, si on sort l'électricité, c'est quasiment 10 milliards. 10 milliards, j'ai déjà, quand je parlais des 2 mois, 5% sur la facture. 5% sur la facture. C'est ça concrètement. Et c'est un mécanisme stupide si on veut encourager l'électrification. Premier exemple d'aberration. Deuxième exemple d'aberration. Le DPE, les passoires thermiques. Vous savez comment ça fonctionne? Le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. Vous avez un truc aberrant
qu'un bureaucrate un jour, pas qu'un bureaucrate, je pense qu'il y a eu des lobbyistes aussi qui en sont à l'origine. Vous avez un taux de conversion. Pour pouvoir évaluer l'équivalence en termes de passoire énergétique entre un logement, un appartement qui va être chauffé à l'électricité et un autre qui sera chauffé au gaz ou je ne sais quoi, vous avez un taux de conversion. Je vous passe les coefficients. Comme par hasard, le taux de conversion avantage les énergies fossiles, notamment le gaz, et désavantage l'électricité. C'est-à-dire que vous avez, en matière de passoire, un logement qui, en réalité, est chauffé au gaz. Lui, il n'y a pas de problème, il ne sera pas évalué comme une passoire, il pourra être loué par son propriétaire. Et le logement, qui sera, lui, avec de l'électricité, qui sera pénalisé simplement parce qu'il y a un mode de calcul qui va le pénaliser, alors que c'est de l'électricité. Et si demain, on veut l'équiper, par exemple, ça peut être des grilles de pain, ça c'est pas efficace, mais si demain, on veut l'équiper en pompe à chaleur, il y aura un problème. Ça, c'est l'équivalent d'1,5 million de logements qui ont été retirés du marché. C'est l'équivalent en termes de valeur de 30 milliards d'euros. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait aujourd'hui en France, alors que les Français ont de la peine à se loger. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'annuler la procédure, même si le DPE, il y a plein de choses à dire. Évidemment, il faut avoir des logements dont l'efficacité énergétique soit au top, mais de faire en sorte qu'on ne pénalise pas, au contraire, l'électricité. Au total, de ce que je propose, c'est l'équivalent de 2 mois sur la facture. Entre le fait de la sortie et de la suppression de la PPE 3, si elle est appliquée, c'est l'inverse, hein. C'est 3 mois de facturation en plus que paieront les Français. Là, aujourd'hui, je dis aux Français, la PPE 3, ça vous concerne directement. Dans quelques années, si elle n'est pas abolie, ce sera 3 mois de facture supplémentaire. Pour une électricité dont on n'a pas besoin. Certes, on exportera, et on exportera de plus en plus à des taux parfois, à des prix qui sont bien inférieurs au coût de revient. On marche sur la tête. Un peu de bon sens. Ça, c'est le premier point, premier objectif qui est fondamental pour moi, vraiment une énergie, une électricité qui soit bon marché pour le pouvoir d'achat et bon marché pour la compétitivité de nos entreprises. Deuxième objectif, une électricité décarbonée. C'est ce qui est fondamental. La France est déjà le pays en Europe qui a l'électricité la plus décarbonée. Et on a hérité d'un parc nucléaire qui est robuste. La stratégie, quand on a cet atout-là, c'est de ne pas tout changer. C'est au contraire de conforter précisément les atouts, tout simplement parce que en termes d'efficacité écologique, je voudrais simplement redire que en termes notamment d'effet de gaz à effet de serre, de CO2, en termes de rejet, l'éolien rejette 3 fois plus que le nucléaire. Le photovoltaïque, c'est 10 fois plus. Donc, il faut se poser vraiment les bonnes questions. Donc aujourd'hui, le choix de la PPE 3, c'est de payer toujours plus cher, une énergie qui sera toujours plus chère, mais qui décarbonera de moins en moins. Si on veut décarboner le plus vite possible, il faut mettre le paquet sur l'énergie nucléaire. Et première chose, j'inscrirai le parc nucléaire dans une trajectoire, non pas à 40 ans, on sait désormais qu'on peut aller au-delà. Les Américains, puisqu'on a une technologie voisine Westinghouse, les Américains vont aller jusqu'à 80 ans, eh bien, il faut se préparer pour qu'on puisse progressivement, par pas de 10 ans, ce qui permet de s'assurer à chaque fois des contrôles de sécurité, de 10 ans en 10 ans, on puisse aller jusqu'à une durée de vie de 80 ans. Et ça permettra, actuellement, vous voyez l'électricité dont je parlais tout à l'heure, qui est produite par la centrale derrière moi de Nogent, elle sort à peu près à 35 à 40 euros. 35 à 40 euros. Vous vous rendez compte? Si Fessenheim n'avait pas été fermé.
Donc il faut pousser dans des conditions de sécurité, et Dieu sait si on a une autorité de sécurité nucléaire qui est très exigeante. Les Américains sont très exigeants, et eux ont déjà fait ce choix de 80 ans. Ce que je propose, c'est que ce choix-là, on le fasse, c'est l'objectif qu'on se donne, par pas de temps de 10 ans, ce qui permet de maintenir sous contrôle de la sécurité le processus. Autre point, je confirmerai évidemment, alors ça c'est la bonne partie de la PPE3, il ne faut pas non plus tout rejeter, c'est les 6 nouveaux EPR2, avec les 8 qui devront être ensuite commandés, mais selon évidemment les besoins en termes de consommation, comme je le disais tout à l'heure. Il faut faire en sorte qu'on arrive à faire converger l'offre et puis la demande. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, je relancerai la production d'hydroélectricité. Là, il y a une aberration. Là, l'Europe nous a totalement encalaminé avec les histoires de concurrence pure et parfaite. Pendant plus de 10 ans, 15 ans, EDF a quasiment pas investi parce que l'Europe voulait changer les règles. Quand vous voulez changer les règles, un investisseur, EDF savait toujours pas s'il allait posséder, s'il allait continuer à pouvoir être un opérateur hydroélectrique. L'hydroélectricité, c'est une énergie totalement renouvelable. C'est à peu près 12-13%, Stéphane, actuellement, de la contribution sur l'hydroélectricité. Et elle est pilotable grâce au STEP, vous savez, grâce, comme on dit, à nos gens. On puise avec des grosses pompes, on les met dans une réserve 300 mètres en amont et ça permet de restituer l'énergie ensuite. Donc ça, c'est fondamental et je pense que là encore, on peut gagner 4 gigawatts. 4 gigawatts sur une électricité qui est verte et qui est à la fois renouvelable et pilotable. C'est ce qui est fondamental. D'ailleurs, entre nous, je trouve que désormais, pour le photovoltaïque notamment, on ne devrait plus installer que du photovoltaïque avec des batteries, parce que ça deviendrait pilotable. Et ça changerait beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, sur ce deuxième objectif de la décarbonation, je préparerai, alors j'ai avec moi et à mes côtés un des grands spécialistes des réacteurs à neutrons rapides de 4e génération, c'était le programme Astrid. Emmanuel Macron, sans qu'on sache trop pourquoi, a stoppé en 2018 ou 2019 2018, sans que ça passe à l'Assemblée, sans que ça passe au Sénat, sans que le Parlement ait à décider. On avait à l'époque 30 années d'avance en matière de 4e génération. Super Phénix a fonctionné. Donc on n'était pas sur une recherche fondamentale en chambre. On avait déjà eu un pilote qui avait montré que ça fonctionnait. Et l'intérêt, mais Stéphane pourra répondre aux questions tout à l'heure, c'est de faire de ce que on appelle déchets aujourd'hui des nouveaux combustibles. Parce que les stocks d'uranium appauvri que l'on a aujourd'hui représentent plusieurs millénaires d'énergie. La COP28 a donné ces chiffres. La COP28 a dit qu'il y aura un triplement des capacités nucléaires à horizon 2050. Donc le mouvement vers le nucléaire, il n'est pas uniquement français, il est mondial. Triplement, et ce n'est pas Bruno Retailleau qui le dit, c'est la COP28. Et qu'il y aura peut-être un épuisement, c'est plus aléatoire, en 2055. Compliqué parce que c'est ce qu'on a dit pour le pétrole. Quand je faisais mes études, on savait qu'avant le 21e siècle, il y aurait un épuisement. Bon, peu importe. Mais ça veut bien dire quand même que la technologie à neutrons rapides, qui peut faire en sorte qu'on soit dans une économie circulaire, eh bien c'est vertueux. Et il faut absolument le faire. D'ailleurs, j'observe que on avait donc beaucoup d'avance, 30 ou 40 ans d'avance mondiale, et désormais, que ce soit la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, etc., avancent, et donc il faut vraiment remettre cette technologie comme une technologie d'avenir et pouvoir avoir un premier réacteur en exploitation en 45. En 2045, c'est totalement possible compte tenu de l'avance, mais on a déjà perdu beaucoup de temps. Deuxième objectif, donc je vous en parlais, c'est l'objectif de la décarbonation. Le dernier objectif, qui est un objectif fondamental pour moi, c'est la souveraineté. C'est la garantie de notre indépendance pour la nation, pour les Français, avec 3 mesures. Bon, je disais que l'électricité, c'est quand même le socle de notre puissance, y compris
économique. Première mesure, je défendrai notre souveraineté énergétique vis-à-vis. Alors, certes, Bruxelles commence à faire machine arrière. Hein. Et la déclaration de Mme von der Leyen d'il y a quelques semaines, où elle a avoué que sur le nucléaire, l'Europe s'était trompée, c'est une bonne déclaration. Mais il y a toujours dans les cartons européens un certain nombre de projets qui sont inquiétants. Le dernier projet, c'est l'European Grid Package. Ça coûterait 730 milliards d'euros d'interconnexion frontalière. Alors, comprenez-moi bien, moi je n'ai jamais, contrairement à d'autres, souhaité sortir du marché européen. Jamais. Les interconnexions physiques, elles existent. En plus, on est exportateur, donc on se pénaliserait. Mais le projet, là, dont je vous parle, c'est autre chose. C'est l'Europe qui deviendrait maître du jeu en matière d'électricité. Et ça, c'est pas tenable. Parce que ça ferait que d'autres pays qui n'ont pas investi comme nous, comme les Français, dans notre outil de production dans le nucléaire, quelque part mettraient la main sur le nucléaire. Et par ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure, vous savez, le problème de la modularité, c'est le parc français nucléaire qui devrait, puisque c'est nous qui avons le parc le plus important, qui devrait subir et amortir la plus forte modularité. Ça n'est pas possible. Je veux rappeler que l'article 194 du traité de fonctionnement de l'UE reconnaît explicitement que le mix énergétique, c'est l'affaire de chaque pays. Il n'y a pas de compétences partagées. C'est la compétence exclusive des États. Ça, c'est le droit européen au moment où je vous en parle. Et le traité d'Euratom impose à l'Union de favoriser le développement du nucléaire. Plus personne n'en parle, mais ce traité n'a pas été abrogé. Il est toujours en place. Donc, hors de question qu'on soumette à l'Europe notre outil et notre appareil de production industrielle. C'est trop important. Enfin, un point dont on ne parle pas suffisamment, aujourd'hui on voit bien les ingérences d'un certain nombre de pays. On voit les risques, les cyber-risques. J'ai passé mes 15 premières années de ma vie parlementaire à être un des spécialistes notamment sur les télécoms et le numérique. Je me souviens très bien, il n'y a pas très longtemps, c'était dans les années 2015 à 2018, du débat qu'on a eu sur les télécoms et sur l'usage des technologies chinoises, sur notamment les technologies Huawei. Il y a eu une décision qui a été prise parce qu'on savait parfaitement que les télécommunications, c'est un réseau stratégique, c'est une infrastructure essentielle. Vous imaginez bien, ce que je vous dis, c'est que l'électricité, c'est une infrastructure essentielle. C'est un réseau essentiel. Des pays comme les pays baltes sont en train de prendre des décisions. La Lituanie a été la première à prendre ce genre de décision. Ce que l'on a fait en télécom, il faut le faire aussi. En matière, là encore, d'électricité, de réseau électrique. Il faudra le faire. On sait désormais qu'une activation coordonnée depuis la Chine pourrait mettre en rade notre réseau demain. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. 70% des onduleurs, vous voyez, photovoltaïques, qui sont connectés, pas seulement au réseau français, au réseau européen. 70% des onduleurs, mais il y a les interconnexions, sont des onduleurs qui viennent de Huawei ou de Sungrow et qui sont pilotables à distance depuis la Chine. Franchement, on va discuter de la loi de programmation militaire. Si on n'est pas capable de se protéger, alors qu'on sait parfaitement que l'hybridité désormais de la guerre, ça passera par les réseaux, ça passera par le numérique. Qu'est-ce que cherche à faire la Russie actuellement en bombardant les centrales électriques? Voilà, il n'y a plus besoin de bombarder les centrales électriques demain. Il suffira de passer par les réseaux. Et je trouve qu'en France, il faudra une mission et une doctrine pour qu'on ait un audit de notre propre réseau, pour qu'on puisse s'assurer de sa robustesse. Et enfin, je porterai les stocks stratégiques d'uranium naturel, évidemment, tant qu'on n'a pas un projet 4e génération, à 5 années. Les Chinois sont à 10 ans. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 10 ans, mais aujourd'hui, nous, en France, on est à 2 ans. L'idée, c'est de faire plus que de les doubler. On le peut. Traditionnellement, vous voyez, on avait Orano maintenant, mais la Kogema jadis, une des mines d'uranium les plus fécondes pour notre
propres besoins, nos propres besoins, c'était le Niger. Je ne vous explique pas ce qui est advenu du Niger. Voilà. Donc, bien sûr, il y a la perspective de la quatrième génération, mais je pense que l'indépendance nationale, la question de la souveraineté nous commande de pouvoir porter à 5 ans nos stocks d'uranium. Voilà, pour conclure, 3 impératifs, 3 objectifs, une électricité bon marché, et c'est possible, et c'est possible. Ensuite, décarboner, pour tenir compte, évidemment, du réchauffement climatique. Et enfin, souveraine. L'indépendance nationale, c'est absolument fondamental, que ce soit vis-à-vis des visées européennes qui pourraient être destructrices. On a bien vu les mauvais choix européens depuis une vingtaine d'années. On parlait tout à l'heure du projet Hercule du démembrement, mais il y en a eu bien d'autres. Et cela, c'est fondamental, puisque l'électricité, c'est quand même le sang de notre économie.